vous me faites un grand honneur de me choisir pour une deuxième fois comme votre premier ministre. L'impôt sur les grandes fortunes, ça s'applique après 1 million d'actifs nets. Ce soir, nous ne sommes plus revenus pour revenir. Nous sommes arrivés à ce qui commence. This is a federal inquiry into the federal government's use of the Federal Emergencies Act. The responsibility of a prime minister is to make the tough calls and keep people safe. Nous avons parlé des événements. Attardons-nous maintenant aux acteurs de la scène politique. Certains peuvent se targuer d'avoir pris de bonnes décisions, posé le bon geste. D'autres auraient peut-être dû y réfléchir à 2 fois. Voyons ce qui mérite les applaudissements ou encore les critiques. Chantal, meilleure performance. C'est vrai que sa campagne n'était pas bonne, mais François Legault, quand même, est le premier ministre à remporter un 2e mandat consécutif depuis René Lévesque. Majoritaire. Majoritaire, oui, majoritaire. Ce qui est quand même une performance. Et il dirige un parti qui n'avait jamais gouverné il y a 4 ans et demi. Ouais. Et son équipe ministérielle, quand on la regarde et qu'on la compare à celle de provinces comparables, se compare avantageusement à la plupart des conseils des ministres dans les provinces ailleurs au Canada. D'ailleurs, il y a cette semaine Angus Reid qui publiait son bulletin de fin d'année sur la cote d'appréciation des premiers ministres des provinces. Monsieur Legault en a parlé lui-même, parce que non seulement il a reçu des fleurs, mais il a voulu les montrer à tout le monde. Et il arrive en tête. C'est le premier ministre qui a la plus forte cote d'approbation au Canada, à 57 57 là, c'est pas mal plus de monde que les gens qui ont voté pour la CAQ aux élections. Effectivement. Michel, votre événement, votre meilleure performance? Oui, moi, j'ai pris le mot performance au sens strict. Justin Trudeau devant la commission Rouleau. C'est pas le genre d'exercice où normalement, il brille. Il a été vraiment très bon. En plus, on a appris plein d'affaires, même les gens qui suivent la politique de proche. On a appris comment se prendre des décisions dans une situation de crise comme celle-là. C'était intéressant. Mais c'était dangereux pour lui. Et il a fait la performance qu'il fallait, je pense. Alex, je pense que vous êtes d'accord là-dessus. Oui, je l'avais sur ma courte liste aussi. Très bonne performance de Justin Trudeau. Moi, j'ai choisi quelqu'un qui n'est pas élu. J'ai trouvé que la performance de Sophie Brochu, son coup de semonce avant la formation du Conseil des ministres... Le petit avertissement. Gros avertissement. Quand tu menaces de démissionner, si ça ne fait pas ton affaire, la fameuse électricité vendue à rabais et la crainte qu'un ministre veuille justement aller dans cette direction-là. Elle a quand même remporté le bras de fer parce qu'il s'est créé un comité, première fois qu'il se crée un comité, arbitré par le premier ministre ou un non-élu, une non-élue, dans ce cas-ci, va siéger, la présidente d'Hydro-Québec, pour arbitrer les choix des projets qu'on va faire, où on s'en va, dans quelle direction. Ça prouve à quel point elle emmène large. On ne pouvait plus se passer d'elle. On a créé un comité pour l'amadouer. Mais disons que son coup de semonce a résonné très fort. C'était politiquement risqué, mais très habile quand même du côté de Sophie Brochu qui s'est fait entendre. Et quand elle a envoyé sa petite note aux employés d'Hydro-Québec le lendemain en disant « Je reste ». Je vais rester, oui. Si ça, c'était pas destiné à être coulé et pour dire à tout le monde « J'étais bel et bien sérieuse dans mon idée de quitter si ça faisait pas mon affaire », je sais pas ce que c'était, mais c'était très bien orchestré. Quand on envoie un mémo à l'ensemble des employés d'une société comme ça, c'est sûr. Qui en compte 38 000. Non, ça ne sortira pas du Canada. Voyons donc. C'est en toute confidence. Ben voilà, entre nous. Hein? Michel, le maillon faible des derniers 6 mois. Le PLQ. Le PLQ lui-même, qui n'a pas été à la hauteur ni au plan de l'organisation, ni au plan de l'opposition qui doit mener à Québec. Là, il s'en va dans une course au leadership dont on ne voit pas vraiment comment elle va finir par se dérouler. C'était le parti naturel de gouvernement, ça, au Québec. C'était un grand parti dans l'histoire du Québec. Et là, M. Parizeau a déjà dit du Parti québécois que c'était un champ de ruines. Je pense que là, il dirait vraiment la même chose du Parti libéral du Québec. Oui, effectivement. Chantal? Je me suis mis à la place de Pierre Poilievre, aspirant premier ministre fédéral, et je me suis dit, ce serait quoi mon plus gros problème dans la vie? Et là, ce serait pas Justin Trudeau, parce qu'il pense qu'il peut le battre, ni François Blanchet ou Jack Meeting, mais ses meilleurs amis.
qui sont les premiers ministres conservateurs des provinces. On a parlé là, tout à l'heure. La Résistance il y a quelques années. Oui, la Résistance ne fera pas de photo de groupe avec M. Poilievre parce qu'elle allait expliquer à un électeur ontarien aux prochaines élections fédérales que nos meilleurs amis, c'est Mme Smith en Alberta, M. Moe en Saskatchewan, qui ont des projets de loi similaires sur la souveraineté à l'égard du gouvernement fédéral de leur province. Ou encore, Blaine Higgs a expliqué aux francophones hors Québec que Blaine Higgs est un ami, un premier ministre qui veut mettre fin au programme d'immersion dans sa province, qui n'est pas intéressé par le bilinguisme de sa propre province. Ou encore Doug Ford, qui est revenu à son statut dans l'opinion ontarienne d'avant la pandémie, c'est-à-dire dans le même bulletin des premiers ministres, là, M. Ford est rendu dans le peloton de queue avec à peu près 30 d'appréciation. C'est une grosse dégringolade, ça, depuis les élections. Alors, le maillon faible, en particulier du mouvement conservateur qui veut reprendre le pouvoir à Ottawa, ça va être ces premiers ministres-là. Et combien de distance est-ce que Pierre Poilievre peut maintenir, surtout s'il commence à répondre à des questions des médias? Il va être obligé un jour de répondre à des questions là-dessus aussi. Ils vont être liés à ça, effectivement, Alec. Je reviens sur la taxe orange dont parlait tout à l'heure Michel. La taxe orange, non, mais c'est parce que je ne sais pas c'est qui le maillon faible parce que je ne sais pas qui a eu l'idée. Mais je la donne parce que, et pour ne pas répéter ce que Michel a dit, parce que ça révèle un deuxième sujet un peu délicat ou un peu tabou à Québec solidaire. Le premier étant que 40 des électeurs de Québec solidaire sont fédéralistes. Ça, on n'aime généralement pas trop en parler. On veut pas en parler beaucoup. Le deuxième, c'est que Québec solidaire est populaire chez la classe moyenne supérieure. Pas chez les moins fortunés, pas chez la classe moyenne, chez ceux qui ont de l'argent en général. Et quand un quartier se gentrifie, que donc le multiplex dont parlait Michel dans Rosemont finit par valoir 1 million, c'est là que Québec solidaire est populaire. Huntsic, Rosemont, Tachereau à Québec, maintenant Verdun. Et donc, en touchant à cette classe moyenne supérieure qui est son électorat, sans qu'il le dise ouvertement, cible, ça a fait du mal à un parti pour peut-être plus qu'un cycle électoral. Il faudra voir comment on réussit à s'en sortir. Déjà, on a recommencé à calibrer. On a dit que c'était pas une super bonne idée. On va retravailler ça. Mais je trouve que c'est révélateur d'avoir fait sortir peut-être le deuxième tabou de Québec solidaire, c'est-à-dire que la classe moyenne supérieure, qui était favorable à Québec solidaire, a freiné des deux pieds lorsque cette politique-là est arrivée. Alors que chez les partis politiques adverses, on avait Québec solidaire chez les francophones à 19, 20, 21 dans les intentions de vote au moment où François Legault a commencé à taper sur la taxe orange. C'est pas pour rien. On voyait Québec solidaire monter. Ça s'est arrêté net. Complètement. Ça a été abruptement et complètement. Prix Citron, Chantal. C'est pas, pour une fois, quelqu'un qui est en politique. J'ai choisi la commissaire de la GRC, Brenda Luckie. Dont on a quand même beaucoup parlé. Et dont je vous prédis qu'à la même date, l'an prochain, on va parler au passé, parce que son mandat arrive à échéance en mars. Elle a laissé savoir très maladroitement, selon moi, qu'elle voulait être renouvelée. J'ai l'impression que le gouvernement est déjà à la recherche d'un successeur. Pourquoi? Parce que son mandat a été particulièrement peu convaincant. Problème de leadership. Problème de gestion dans les événements qui se sont passés dans les maritimes, les fusillades, mais aussi l'épisode à la commission Rouleau où elle explique qu'ils avaient finalement un plan, les forces policières, un plan coordonné pour régler le problème sans la loi sur les mesures d'urgence. Elle est invitée à la réunion du cabinet. Et là, on lui dit, mais qu'est-ce que les ministres ont dit quand vous leur avez expliqué que vous aviez un plan? Et elle dit, j'avais pas la parole, alors je leur ai pas dit. J'ai pas dit. Je leur ai pas expliqué que j'avais un plan. Et il y a quelqu'un qui va se faire, un peu poliment, lancer en dessous de l'autobus à l'issue de cet exercice-là. Et je vous dirais que c'est la première candidate à ce sort. Ça sent bien, on va le savoir au mois de février. Alec? C'est une catégorie où il y a quelques choix quand même. J'ai toujours mon fameux ministère de l'Immigration dans mes choix. Mais je suis allé avec Danielle Smith, dont on parlait tout à l'heure, Chantal, et sa performance générale. Oui, il y a eu la loi sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni qui a finalement dû être modifiée je ne sais plus combien de fois pour que ça passe la rampe. Mais ce n'est pas sa seule gaffe. Elle en a fait aussi tout de suite en arrivant en disant que les non-vaccinés avaient été les plus discriminés de l'histoire. Oubliant quand même quelques pans importants de notre société qui ont été discriminés au fil du temps, notamment les Autochtones, entre autres, dans sa propre province. Donc, ça montre quoi? Ça montre que le jugement politique de Danielle Smith n'est pas au point, malgré le fait qu'elle ait déjà été en politique, qu'elle est une femme qui vient des médias, et que la campagne électorale qui s'en vient, même si
C'est une province conservatrice, l'Alberta. Pour être difficile pour elle si elle multiplie ce type de gaffe-là. Parce que dans une campagne électorale, tu peux pas te reprendre 3 ou 4 fois comme elle le fait pour un projet de loi. Ça va pas mal plus vite que ça. Surtout en Alberta, c'est des campagnes assez courtes. C'est très court, et effectivement. Il n'y a pas de seconde chance. Michel? Doug Ford, pour ce qu'il a fait après sa réélection, il a réussi à se faire réélire. Et là, les gaffes ont commencé. Le projet de loi utilisant la clause de non-obstant dans des négociations avec ses employés, bâtir dans les zones vertes autour des grandes villes ontariennes. Je peux vous en nommer d'autres. Son refus d'aller devant la commission Rouleau aussi. Oui. Alors, il est vraiment passé d'orange à citron très, très, très rapidement, ce monsieur-là. C'est vrai, le refus, on n'a pas oublié ce bout-là. Mais ça se passait quand même dans sa province. Oui, c'est ça. De ne pas aller s'expliquer, c'est quand même particulier. Là. Toujours bien de finir sur une belle note. La révélation de l'année, Alec, la vôtre. Paul Saint-Pierre Plamondon. Je disais tout à l'heure qu'il y a eu un coup de pouce du destin avec le dépliant de Québec solidaire, mais je pense qu'il mérite d'être à l'Assemblée nationale. Oui. Il a fait une assez bonne campagne électorale, 2 très bons débats. Et il a attiré l'attention tout l'automne avec un sujet, ma foi, assez périphérique à la préoccupation principale des gens. Peut-être trop, un peu, mais en même temps, c'était habile d'un parti qui n'a que 3 députés. Donc, je parle évidemment du serment au roi. Là. Donc, je pense que, oui, tout à fait, les péquistes sont heureux de l'avoir. C'est déjà pas mal. Alors, ce qui est un plus pour un chef péquiste. Ce qui est un plus quand même. Alors, non, je pense qu'il mérite tout à fait d'être à l'Assemblée nationale. Non, c'est pas arrivé souvent, franchement. Je suis sortie complètement de la politique, puis même du Canada. On n'en parle pas souvent, mais Bob Rae, qui est ambassadeur du Canada aux Nations unies maintenant, est vraiment se révèle être un super ambassadeur qui restaure en grande partie la réputation du Canada, qui donne enfin un sens à l'expression de Justin Trudeau à son arrivée au pouvoir. Le Canada is back, le Canada est de retour. Il n'est pas vraiment nécessairement de retour, mais aux Nations unies, certainement que c'est dans la meilleure tradition pearsonienne, le rôle qu'il joue. J'ai comme l'impression qu'il joue un assez grand rôle aussi dans l'articulation de la politique étrangère canadienne actuellement. Je n'entends que de bonnes choses à son sujet. C'est impossible de dire du mal d'autant de travail. Michel, votre révélation à vous? Bruno Marchand, le maire de Québec, pour avoir tenu tête au gouvernement sur le 3e lien pendant toute une campagne électorale sans trop s'aliéner son monde, avoir une nouvelle vision de la qualité de vivre en ville, il est comme un peu l'aîné de cette nouvelle génération de maires au Québec dont on dit tant de bien, mais ça tombe bien parce que c'est quelqu'un qui sait où il s'en va, qui est capable d'articuler les priorités des citoyens dans sa politique. C'est quelqu'un de très intéressant et je pense qu'on va entendre beaucoup parler de lui. Un excellent choix, effectivement, Michel. Après ce retour sur les derniers mois d'actualité politique, allons-y d'un coup d'œil vers 2023. Quel dossier devrait être sur notre radar? Qu'est-ce qui pourrait avoir un impact important sur nos vies? Regard vers l'avenir, c'est dans un moment. À tout de suite.